Hi friends, I hope you are in great shape for the new school year. There is some news about your classical music reference recording channel and we will talk about it. I am with Professor Jean-Louis Fabre and with whom we will learn about music and history. The videos you will see allow you to enjoy classical music more and more. We invite you to click to display the translation in English because the rest will be in French. We added all the text in the first command so that you can translate it into the language of your choice. We recommend the online translator dpl.com or your favorite translator. Thank you for your flexibility. Voilà, comme je vous le disais, donc la suite sera en français. On va s'entretenir maintenant avec le professeur Jean-Louis Fabre, qui est aussi mon professeur de musique. Oui. et en effet. Je dis bien, bon, je sais pas si je suis un très bon élève, mais je dis bien musique parce que tu m'as prêté un livre récemment, le livre de Neuhaus. Neuhaus, oui, le fameux pianiste Heinrich Neuhaus. C'est ça. Qui a été le professeur de Sviatoslav Richter, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Neuhaus disait, voilà, je ne suis pas un prof de piano, mais un prof de musique. Ah oui. Alors ça, c'est un élément auquel je tiens beaucoup. Tu me tends la perche, je la saisis. Ouais. Pour moi, le travail de piano, parce que j'enseigne le piano, j'ai enseigné le piano pendant quasiment 35 ans. Je ne suis plus très jeune désormais, mais j'ai toujours tenu à avoir un enseignement essentiellement musical et bien sûr qui s'incarne dans le piano avec nos 10 doigts et notre clavier. Mais c'est d'abord l'idée musicale qui prévaut avant l'idée instrumentale. Et ça, j'y tiens particulièrement. C'est ça. Du coup, ça nous amène naturellement à ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts, mon parcours. J'ai eu un parcours un peu difficile dans la mesure où j'ai commencé l'étude de la musique assez tard, dans les 16-17 ans, dans les conservatoires que j'ai fréquentés à l'époque, qui étaient de petits conservatoires. J'étais amené à passer des concours et j'ai rencontré une pianiste qui m'a beaucoup aidé, qui était Marie-Claire Laroche, et qui se trouvait être l'assistante d'Aldo Ciccolini au Conservatoire de Paris. Donc j'ai rencontré aussi Aldo Ciccolini, que j'ai fréquenté pendant 2 ans, donc au début des années 70, et auprès duquel j'ai appris une masse de choses absolument impressionnantes, dans la mesure où ça a été, j'en suis convaincu, un des plus grands pianistes du XXe siècle. Donc c'était un puits de science, c'était un puits également d'humanité, de savoir musical. Et j'ai rencontré également dans ces années-là Marie-Thérèse Fourneau, qui était une élève de Marguerite Long, avec laquelle elle a travaillé de nombreuses années. Elle était en relation extrêmement étroite, donc elle a connu tous ces pianistes comme Samson François, bien sûr. Donc j'ai connu à ce propos et à cette occasion le piano français. Marguerite Long qui a collaboré avec Ravel aussi. Oui, Ravel lui a dédié son 2e concerto, le concerto en sol. Je crois qu'il y a une raison à ça, c'est qu'il n'arrivait pas à le jouer lui-même. Exact. Donc il l'a confié à Marguerite Long. Mais je voudrais quand même dire, parce que c'est finalement peut-être ça le plus important, après cette première évocation des premières années de travail au piano, c'est que je me suis, disons-le un peu vulgairement, un peu cassé le nez en matière musicale, dans la mesure où j'étais, ayons peur de rien, j'étais doué instrumentalement pour le piano. Or, jouer un grand répertoire, j'avais très peu de formation d'ordre d'écriture, de toute la maîtrise musicale dont je parle aujourd'hui justement. Et donc à cette période, je dois dire, j'ai arrêté la musique, ça peut paraître surprenant, pendant plusieurs années, quasiment 6 ans, période pendant laquelle je me suis consacré à l'étude de la linguistique et de langue aussi, langue et linguistique n'étant pas tout à fait les mêmes domaines. Et cette période m'a fait finalement le plus grand bien. Cet éloignement du travail musical momentané m'a fait beaucoup de bien parce que l'expérience linguistique m'a donné des outils de travail absolument formidables. À tel point que quand j'ai repris la musique, j'ai abandonné toute lecture de livres sur la musique et je me suis consacré au travail sur les partitions. Donc tout ce que j'enseigne aujourd'hui, tous les éléments d'écriture, et Dieu sait qu'il y en a des éléments simples et des éléments fort complexes, je les ai étudiés sur les textes, c'est-à-dire tout le répertoire qu'on connaît, mais essentiellement ce que j'enseigne c'est de Monteverdi à Wagner et je vais au-delà avec Debussy, Ravel. Ce
ces trois mots qui me reviennent constamment en tête, ces trois mots du pédagogue suisse du début du 19e siècle, un contemporain de Beethoven, c'est Pestalozzi, c'est un nom italien, il était suisse de langue allemande et il a assis l'enseignement de la musique sur trois éléments indissociables. Et ces trois éléments, je vais les nommer, je vais même les dire en allemand. Il disait Hand, Hand c'est la main, Herz, le cœur, et Kopf, la tête. Alors, on ne peut pas être musicien sans réunir ces trois éléments. Hand, c'est-à-dire la capacité à la fois manuelle mais vocale, enfin l'habileté instrumentale et l'habileté vocale qui est indispensable. C'est ce que j'ai connu quand j'ai commencé mes études de piano. Il fallait avoir une facilité digitale, instrumentale. Ça, c'est une chose. L'autre chose, Herz, le cœur, bien évidemment, si on a un cœur un peu sec, on ne peut pas faire de musique. C'est une chose extrêmement importante. Bien sûr, on le sait. Toute musique exprime quelque chose qui est profondément humain. Et puis, évidemment, le troisième mot, c'est Kopf, c'est-à-dire la tête, c'est-à-dire l'intellect. Alors, qu'on ne se méprenne pas sur mon propos, je ne suis pas pour une hypertrophie de l'intellect, pas du tout. Mais je dis qu'il doit être là, c'est-à-dire la compréhension des règles de l'écriture, d'un style ou d'un autre. Les règles peuvent changer. Je n'ai pas dit que les règles sont absolument immuables. Il y a des lois, il y a des règles intangibles, mais enfin, il y a une évolution dans l'écriture musicale. Mais la tête, l'intellect est un élément essentiel. Quand je parle de technique musicale, on pourrait croire que je ne parle que d'intellect. Je considère d'une certaine manière que le cœur est là et que l'habileté est là. Ce sont des choses acquises pour moi. Je développe cet aspect qui est souvent trop négligé. Voilà, maintenant on va aborder un sujet qui est passionnant. Jean-Louis, tu es le professeur, je te pose la question. Lorsque j'ai regardé tes vidéos, une chose m'avait frappé, ça m'a permis de comprendre pourquoi la musique était belle. Tu as souvent parlé de lois physiques en parlant oui, de alors ça c'est un naturelle. élément très important et je remarquais, beaucoup de monde pense que par exemple l'élément essentiel de l'écriture musicale c'est l'accord parfait. Et plus précisément l'accord parfait majeur, Do, Mi, Sol, quand on est en Do, tout simplement. Beaucoup pensent ou penseraient que c'est une invention artistique de gens très intelligents qui ont inventé cet accord à une époque, Dieu sait laquelle, etc. Il s'agit en aucun cas d'une invention, comme on en a souvent parlé, mais c'est le résultant, enfin, ces sons, le Do, sa tierce majeure, le Mi et sa quinte sont des éléments naturels de la résonance naturelle. Quand on fait sonner un son dans la nature, c'est à partir du moment où on a de l'air qui vibre, le son c'est la vibration de l'air. Quand on fait sonner un son, il est accompagné de la résonance, c'est-à-dire des sons harmoniques, c'est-à-dire de la quinte et de la tierce majeure. Donc l'accord parfait majeur n'est certainement pas une invention, et quand on sait ça, on ouvre la porte, tout n'est pas fait, mais on ouvre la porte sur une meilleure compréhension de la musique et sur son assise sur les phénomènes physiques et naturels. Voilà, ça c'est très très important. Excellent. Oui. Donc on peut vraiment dire que si on devait définir la musique, c'est qu'elle a déjà une assise presque scientifique. Elle a une assise, oui, qu'on peut qualifier de scientifique à partir du moment où l'observe, c'est une démarche. Observer ces éléments, c'est une démarche scientifique, mais la chose en soi, c'est un élément naturel, comme l'air qu'on respire, bien sûr. Tout à fait. Et bien entendu, tous les grands compositeurs que l'on connaît avaient une parfaite connaissance, compréhension. Ah oui, absolument. Non seulement les compositeurs en avaient une connaissance approfondie, mais surtout, j'insiste, c'est encore plus important, on avait la perception physique naturelle. Et ça, dans les sociétés traditionnelles, j'ai étudié des musiques traditionnelles où des gens qui sont ce qu'on appelle illettrés, qui ne savent pas écrire, des bergers, entendent ça, j'ai connu ça. De toute façon, c'est une réalité, la tierce majeure. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse tierce picarde, on en a parlé, c'est-à-dire que quand on est en mineur, on finit sur l'accord parfait majeur. Ça n'est pas pour faire joli, c'est parce que ça correspond à la note finale, à la résonance naturelle. Et que enfreindre la loi, cette loi de résonance naturelle, est une chose artificielle. Alors après, on peut le faire, il y a des accords mineurs, etc. Bien évidemment. C'est ce qui leur donne leur valeur par opposition, ce côté tragique en tant qu'il enfreint l'aspect naturel des choses. Excellent. Oui. Et en ayant connaissance du coup de tout cela, lorsqu'on se lance
dans l'étude de la musique, qu'est-ce qu'il faut bien avoir en tête? Comment il faut comprendre cela et l'envisager? Alors, la musique est un métier. On n'imagine pas un chirurgien amateur. Il n'y a pas des écoles de chirurgie amateur. Qui voudrait se faire soigner à cœur ouvert par un chirurgien amateur? Personne, bien évidemment. Il en va de même pour, prenons une autre discipline, l'architecture. Il n'y a pas d'école d'architecture amateur. On ne construit pas un immeuble de 14 étages en amateur. Personne ne voudrait y habiter. Voilà. Eh bien, les musiciens, la musique est un domaine aussi complexe. Toutes ces disciplines qu'on peut évoquer, y compris des choses tout à fait plus concrètes comme la boulangerie par exemple. On ne fait pas du pain n'importe comment, on ne construit pas sur du sable. Il en va de même pour la musique comme pour toutes les disciplines. Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui fait, une fois qu'on a passé ce stade d'études sérieuses, qu'est-ce qui fait un interprète de référence? Ah oui, alors ça aussi c'est une question délicate, on ne peut pas la définir comme ça. Oui. Mais enfin je reviens à ce que je disais précédemment, où je parlais de ces trois éléments, la main, le cœur et l'intellect, c'est-à-dire la tête. On ne peut pas se séparer d'un de ces trois éléments. Et je crois, je suis sûr aussi, que quand on considère un interprète, mais les interprètes passés auxquels tu te réfères souvent, puisque tu diffuses ces enregistrements, Furt Wengler, Claudio Arrau, Michelangeli, etc., enfin beaucoup de gens, tous ces gens, bien évidemment, réunissaient ces trois qualités à un très haut niveau. Je dis à un très haut niveau, c'est-à-dire que le cœur, ça se développe, l'intellect, ça se développe, la capacité physique, ça se développe. C'est-à-dire qu'on l'a de manière innée, mais je crois que ces éléments, tous les humains l'ont. Tous les humains l'ont. Il est question de le percevoir et de le développer. Alors peut-être évidemment que certains l'ont plus que d'autres, mais certains l'ont dans d'autres domaines. Donc dans le domaine musical, certains excellent par leur cœur, c'est-à-dire par leur capacité de sentiment, à ne pas confondre avec la sentimentalité. Sentimentalité et sentiment sont deux choses bien différentes. Dans la musique de Beethoven, il y a un sentiment extrêmement élevé qui est loin de toute sentimentalité. Il n'y a pas l'once de sentimentalité dans la musique de Beethoven. Pourtant, il y a un sentiment extraordinaire. Que trouve-t-on dans cette musique? Une maîtrise intellectuelle absolument hors pair, bien évidemment. Tous les compositeurs que nous pourrions citer, c'est-à-dire prenons Beethoven, Bach évidemment, Chopin, Wagner, Richard Strauss par exemple, autant les interprètes qui se situent dans cette tradition sont des gens toujours, je dois le dire, extrêmement cultivés. Il y a une grande érudition chez tous ces personnages, qu'ils soient interprètes ou compositeurs, et des fois ils sont les deux d'ailleurs. Je pense qu'il est difficile de s'inscrire dans cette tradition en ignorant la culture en général. Enfin, bon, la connaissance par exemple de la littérature gréco-latine, de la littérature allemande. Par exemple, au XIXe siècle allemand, la littérature allemande a été d'un poids extraordinaire chez Schumann par exemple. Donc aujourd'hui, les pianistes, les chanteurs qui chantent les leaders de Schumann connaissent cette littérature. Il est hors de question, à mon avis, de se lancer dans des œuvres comme ça sans avoir au moins des notions, sans être un spécialiste, mais au moins des notions assez approfondies de ce qu'est la littérature romantique allemande, ou la peinture romantique allemande. Donc tous ces interprètes dont nous parlons sont des gens qui en avaient une connaissance intime. C'est ça que c'est un aspect sur lequel je veux souligner, très important. D'ailleurs, tu me parlais une fois d'une anecdote où Sviatoslav Richter disait c'est vrai, entre deux concerts. J'avais lu ça dans la relation d'un journal, d'une journaliste qui avait suivi Sviatoslav Richter dans toute la Russie de l'époque où il avait parcouru la Russie vers l'Est. Il s'était arrêté dans des villes moyennes, des petites villes où il avait joué un répertoire considérable. Et elle disait qu'un soir, quand il est rentré après un concert, il a lu Athalie de Racine en français. Donc c'est quand même un russe. Lire Athalie de Racine en français, ça demande une culture importante. Parce que ça n'est pas un texte très facile, il faut reconnaître, même pour un Français d'aujourd'hui, avec toutes les références qu'il y a aussi dans Racine. Parce que même lire Racine, ça demande aussi beaucoup de références, bien évidemment. Donc on voit un peu la dimension du personnage. Et si Sviatoslav Richter est le musicien qu'on connaît au piano, c'est parce qu'il y a tout ça derrière, bien évidemment. Tout ce bagage. Et ça, c'est très important à comprendre. D'ailleurs, vous aurez bien sûr tous les liens à la fin de la vidéo, aussi le logo de la chaîne Gradus ad Parnassum. Vous pourrez vous rendre, bien sûr.
c'est qu'on se rend compte finalement que la musique et le compositeur et l'interprète sont étroitement liés. Et à venir, donc nous développerons systématiquement l'œuvre, l'interprète dans une vidéo de présentation. Puis en fait, le contenu à proprement musical arrivera. Ça permettra vraiment, on en est convaincu, de mieux apprécier encore la musique. D'aller plus profondément dans les œuvres. C'est ça. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai moi lorsque je ressors d'un cours avec le professeur Fabre. Et on va le partager avec plaisir. Voilà. Donc, abonnez-vous. Le lien s'affiche. Et puis on se retrouve très prochainement, on va parler de Gieseking. Walter Gieseking. Walter Gieseking. Et le musicien. Ouais, tout à fait. Et de ses enregistrements des sonates de Beethoven, donc c'est à venir.